il serait difficile d'accumuler plus d'effronteries et de turpitudes qui nous ont montré tous ces intrigants principaux acteurs de cette grande scène, ce qui peut le dire en passant. Attends-nous la dégradation dont des pareils vilenies ont chargé la France aux yeux de l'Europe. On voit qu'elles ne lui sont pas exclusives. Les intrigants, les ambitieux, les avides se trouvent partout sont les mêmes partout. Les individus seuls sont coupables. Les nations ne saurions être responsables. Le seul tort est de se trouver peu un moment en évidence malheur à celle qui occupe la scène. NB. Aujourd'hui, l'affaire d'Espagne demeure parfaitement connue grâce aux écrits des principaux acteurs, des chanoines escritis des ministres céréaux et autres, et surtout de l'honnête et respectable Monsieur Laurent, qui, sous la signature anagrammatique de Nierto, a publié les mémoires du temps appuyées de recueil de toutes les pièces officielles. Les contradictions inverses de deux premières, le dispute entre les réclamations et les dénégations des contemporains ont réduit leurs écrits à leur juste valeur, en les dépouillant de tout ce qu'il y avait d'erroné, de faux ou même de falsifié. Ils en résultent qu'au lieu de tout homme impartial et froid, ils concurrent tout de même involontairement à confirmer les assertions justificatives mises plus haut par Napoléon. Non qu'ils ne reproduisons cette différence qu'on doit inévitablement attendre de la diversité de partis et d'intérêts, mais seulement parce qu'il est vrai de dire qu'aucun n'établit avec fondement une accusation positive qui ne présente aucune pièce officielle qui puisse la constater, tandis que toutes celles qui existent, attestant et consacrant le contraire. Ce qu'on peut observer encore dans l'histoire, je dois bien assurer de ces affaires, c'est que l'Angleterre elle-même s'y est trouvée tout à fait étrangère, du moins dans le principe, ce qui était loin de la pensée de Napoléon, qui accusa dans les temps les Anglais d'être la première cause de toutes les intrigues et qui les on accusait encore à Sainte-Hélène, tant il était habitué à le trouver au fond de tout ce qui s'est tramé contre lui. Au surplus, voici sur cette affaire d'Espagne une lettre de l'empereur qui y jette plus de jure que ne saurait-on le faire des volumes. Elle est admirable. Les événements qui ont suivi la rendent une chef-d'œuvre. Elle fait voir la rapidité, le coup d'aigle avec lequel Napoléon jugeait immédiatement les choses et les personnes. Malheureusement, elle montre aussi combien l'exécution des subalternes, la plupart du temps, détruisait ou gâtait les plus belles, les plus hautes conceptions, et tout ce rapport encore cette lettre demeure bien précise pour l'histoire. Ça date la ronde prophétique. 29 mars 9808. Monsieur le grand-duc de Berg, je crains que vous ne me trompiez sur la situation de l'Espagne et que vous ne vous trompiez vous-même. L'affaire du 20 mars a singulièrement compliqué les événements. Je reste dans une grande perplexité. Ne croyez pas que vous attaquiez une nation désarmée et que vous n'ayez que des troupes à montrer pour soumettre l'Espagne. La révolution du 20 mars prouve qu'il y a d'énergie chez les Espagnols. Vous avez affaire à un peuple neuf. Il a tout le courage et il aura tout l'enthousiasme que l'on rencontre chez des hommes qui n'ont point usé les passions politiques.
L'aristocratie et le clergé sont les maîtres de l'Espagne, s'ils craignent un peu le privilège et pour leur résistance, ils feront contre nous des levées aux masses qui pourront éterniser la guerre. J'ai des partisans. Si je me présente aux concurrents, je n'en aurai plus. Le prince de la paix est détesté parce qu'on l'accuse d'avoir livré l'Espagne à la France. Voilà les griffes qui a servi d'usurpation de Ferdinand. Le parti populaire est le plus faible. Le prince des Asturies n'a aucune des qualités qui sont nécessaires au chef d'une nation. Cela n'empêchera pas qu'il peut nous l'opposer. On n'en fasse une erreur. Je ne veux pas que l'on use de violence envers les personnages de cette famille. Il n'est jamais utile de se rendre odieux et d'enflammer les âmes. L'Espagne a plus de 100 000 hommes sous les armes. C'est plus qu'il ne faut plus soutenir avec avantage une guerre intérieure. Divisée sur plusieurs points, ils peuvent servir du noyau au soulèvement total de la monarchie. Je vous présente l'ensemble des obstacles qui sont inévitables. Il en a d'autres qui vous sont tirés. L'Angleterre ne laissera pas échapper cette occasion de multiplier nos embarras. Elle expédie journellement des avisos aux forces qu'elle tient sur les côtes du Portugal et dans la Méditerranée. Elle fait des enrôlements des Siciliens et des Portugais. La famille royale n'ayant point quitté l'Espagne pour aller s'établir aux Indes, il n'y a qu'une révolution qui puisse changer l'état de ce pays. C'est peut-être celui de l'Europe qui est le moins préparé. Des gens qui voyant les vices monstrueux de ce gouvernement et l'anarchie qui a pris la place de l'autorité légale font le plus petit nombre. Le plus grand nombre profite de ces vices et de cette anarchie. Dans l'intérêt de mon empire, j'ai pu faire beaucoup de bien à l'Espagne. Quels sont les meilleurs moyens à prendre? Irai-je à Madrid? Exercer-je l'acte d'un grand protectorat en prononçant entre le père et le fils? Il me semble difficile de faire régner Jacques IV. Son gouvernement et son favori sont tellement dépopularisés qu'il ne se soutiendront pas 3 mois. Ferdinand est l'ennemi de la France, c'est pour cela qu'on l'a fait roi. Le placer sous le trône sera servir la faction qui depuis 25 ans blanc l'ininitisme de la France, une alliance de familles serrées, un faible lien. La reine Elisabeth et d'autres princesses françaises ont péri misérablement lorsque l'on a pu les amouler impunément à d'atroces vengeances. Je pense qu'il ne faut rien précipiter, qu'il convient de prendre conseil des événements qui vont suivre. Il faudra fortifier le corps d'armée qui se tiendront sur les frontières du Portugal et étendre. Je ne prouve pas le parti que prit votre Altesse impériale de s'emparer aussi précipitamment de Madrid. Il fallait tenir la vie à 10 lieues de la capitale. Vous n'aviez pas l'assurance que le peuple et la magistrature ayant reconnaître Ferdinand sans contestation. Le prince de la paix doit avoir dans les emplois publics des partisans. Il y a d'ailleurs un attachement d'habitude au vieux roi qui pouvait produire des résultats. Votre entrée à Madrid en inquiétant les Espagnols a puissamment servi Ferdinand. J'ai donné ordre à Savary d'aller auprès du nouveau roi voir ce qui se passe. Il se considérera avec votre Altesse impériale. Je viserai ultérieurement au parti qui sera à prendre. En attendant, voici ce que je juge convenable de vous prescrire. Vous ne
m'engagerez à une entrevue en Espagne avec Ferdinand que si vous jugez la situation des choses telle que je dois le reconnaître. Comme roi d'Espagne, vous userez de bonnes procédés envers le roi, la reine et les princes Godoy. Vous exigerez peu eux et vous leur rendrez les mêmes honneurs qu'autrefois. Vous ferez en sorte que les Espagnols ne puissent pas soupçonner le parti que je prendrai. Cela ne vous sera pas difficile. Je n'en sais rien moi-même. Vous ferez entendre à la noblesse et au clergé que si la France doit intervenir dans les affaires d'Espagne, leurs privilèges et leur immunité seront respectés. Vous leur direz que l'empereur désire le perfectionnement des institutions politiques de l'Espagne pour la mettre en rapport avec l'état de civilisation de l'Europe, pour la soustraire au régime des favoris. Vous direz aux magistrats et aux bourgeois des villes, aux gens éclairés, que l'Espagne a besoin de recréer la machine de son gouvernement et qu'il lui faut des lois qui garantissent les citoyens de l'arbitraire des usurpations, de la féodalité des institutions, qui réaniment l'industrie, l'agriculture et les arts. Vous leur peindrez l'état de tranquillité et d'aisance dont jouait la France malgré les guerres où elle s'est toujours engagée, la splendeur de la religion qui doit son établissement au concordat que j'ai signé avec le pape. Vous leur démontrerez les avantages qu'ils peuvent tirer d'une régénération politique, l'ordre et la paix dans l'intérieur, la considération, la puissance dans l'extérieur. Tel doit être l'esprit de vos discours et de vos écrits. Ne brusquez aucune démarche. J'ai pu attendre à Bayonne, j'ai pu passer les Pyrénées et me fortifiant vers le Portugal à y conduire la guerre de ce côté. Je songerai à vos intérêts particuliers, n'y songez pas vous-même. Le Portugal restera à ma disposition, qu'aucun projet personnel ne vous occupe et ne dirige votre conduite. Cela me nuirait et vous nourrirez encore plus que moi. Vous allez trop vite dans vos instructions du 14 à la marche que vous prescrivez au général Dupont. Est trop rapide à cause de l'événement du 19 mars. Il y a des changements à faire. Vous donnerez des nouvelles dispositions. Vous recevrez des instructions de mon ministre des Affaires étrangères. J'ordonne que la discipline soit maintenue dans la manière la plus sévère. Point de grâce pour les plus petites fautes. L'on aura pour l'habitant les plus grands écarts. L'on respectera principalement les églises et les couvents. L'armée évitera toute rencontre, soit avec des corps de l'armée espagnole, soit avec des détachements. Et il ne faut pas d'aucun côté il soit brûlé ou amorce. Laissez Solano dépasser Badajoz. Faites-le observer. Donnez vous-même l'indication des marches de mon armée pour l'atteindre toujours à une distance de plusieurs lieues des cœurs espagnols. Si la guerre s'allumait, tout serait perdu. C'était la politique et aux négociations qui appartenaient de décider des destinées de l'Espagne. Je vous recommande d'éviter des explications avec Solano comme avec les autres généraux et les gouverneurs espagnols. Vous m'enverrez 12 estafettes par jour et en cas d'événement majeur, vous m'expédierez des officiers d'ordonnance. Vous me renverrez sous le champ les chevaliers d'été qui vous portent cette dépêche. Vous lui remettrez un rapport détaillé. Sur ce, je prie Dieu